C'est la 8e fois que je recommence à enregistrer cet épisode de podcast. Bienvenue les gars, aujourd'hui c'est la Astro Hotline. Je vais vous expliquer le concept, mais juste bear with me comme on dit, parce que c'est la 8e fois que je recommence. Aujourd'hui, c'est pas mon meilleur jour, voilà. Donc tout ça pour dire que si t'es entrepreneur, si tu crées du contenu, ou si même t'as des projets où il y a des jours où c'est magnifique et c'est fluide et tout va bien, et il y a des jours où ça se passe pas toujours comme t'as envie, on accepte, on lâche prise et on continue, voilà, tout simplement. Je me suis énervée pendant 15 minutes avec le bras de ce micro parce que j'essayais de le fixer quelque part, ça fonctionnait pas, et du coup j'ai fait mon ascendant bélier, je l'ai éclaté contre le sol. Genre vraiment en mode vénère. Heureusement il s'est pas cassé, mais ça m'arrive souvent. Voilà, quand il y a un truc que j'arrive pas. Attends, mais c'est vraiment genre bélier de base quoi. Genre, je me fais rire. Non mais c'est vrai, genre vraiment, quand il y a un truc qui m'énerve et que j'arrive pas à le résoudre en moins de 2 minutes, je l'éclate au sol. Si t'as des placements en bélier, dis-moi si ça te parle. Viens me le dire sur Instagram s'il te plaît. Tu l'éclates au sol aussi. Des fois il se casse. Hein. Là, il s'est pas cassé. C'est de la bonne qualité. Rod, merci. Voilà. Pour les béliers. Anyway, la Astro Hotline, c'est un concept que j'ai inventé il y a quelques mois et au final, je me suis rendu compte en fouillant dans le podcast que j'avais jamais enregistré d'épisode. Donc en gros, j'ai inventé le concept, mais je l'ai jamais mis en place. Donc c'est le jour où on met en place la série d'épisodes, la Astro Hotline. Alors, c'est pas une série que je vais faire genre toutes les semaines à partir de maintenant, mais de temps en temps, ponctuellement, on va faire des épisodes comme ça. Qu'est-ce que c'est exactement ? J'ai fait quelque chose de similaire sur YouTube il y a quelques mois, où je vous demande de me poser des questions. Bah oui, je mets une boîte à questions sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe et je vous donne l'opportunité de me demander conseils, des conseils love, sexe, relations, voilà. Donc relations amoureuses, intimes, tout ça, couple, célibat, flirt, tout ce que tu veux. Et moi, je vous réponds en fonction des placements de votre thème astral et des thèmes astrales des personnes concernées, de vos partenaires, etc. Voilà, donc c'est hyper fun. En gros, le but, c'est que je puisse vous donner des conseils concrets d'un point de vue astrologique. Après, toujours et encore, et comme d'habitude, très souvent, j'ai pas beaucoup d'informations pour vous répondre. Je fais de mon mieux. Mais si j'ai juste, par exemple, vos placements de Mars et que vous avez besoin de raviver la flamme, je peux vous donner quelques conseils. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à aller regarder dans le thème astral pour pouvoir donner des conseils encore plus personnalisés. Mais on a quand même une base. Voilà. Donc, pour les prochains épisodes de la Astro Hotline, si jamais tu veux participer, ça se passe sur Instagram, il faut suivre. Voilà, il faut suivre ma belle, il faut suivre. Tu me suis en story et je mets la boîte à questions. Généralement, je la mets 2 fois pour vraiment vous donner l'opportunité de me poser un max de questions. Et vous m'avez posé des questions pépites, donc je suis trop contente de faire cet épisode-là. J'adore en fait, genre vraiment, ça et Docteur Astro, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de Docteur Astro. Docteur Astro, c'est un peu le même principe, sauf que c'est plus profond, dans le sens où je regarde vraiment tout votre thème astral et vous me posez des questions qui sont pas nécessairement relationnelles, voilà, on va dire. C'est des épisodes qui sont beaucoup plus deep et qui me demandent beaucoup plus de préparation, mais qui sont fun. Voilà, donc on refera peut-être Docteur Astro, mais là c'est la Astro Hotline. Ok, la Astro Hotline c'est beaucoup plus spontané, c'est moins préparé, c'est beaucoup plus bam, tu vois. Voilà. Je pense que t'as compris quand j'ai dit bam, t'as tout capté. Tu vois, il a suffi que t'entendes bam et tu t'es c'est bon, t'as capté le principe. Non mais la nana, genre, soit j'ai bu trop de café, soit vraiment c'est genre la pression qui est en train de redescendre là. J'ai bu une gorgée de café, si tu me regardes pas sur YouTube, tu l'as pas compris peut-être. Je pense que la pression des 8 tentatives d'enregistrement est en train de redescendre. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Évidemment, les questions sont anonymes. Et moi, je suis vraiment pas là pour vous juger, d'accord ? Et d'ailleurs, il n'y a pas de questions trop vulnérables, donc je pense que ça va. J'ai reçu... Alors, toutes vos questions sont super intéressantes. J'ai sélectionné celle-ci en premier parce que je trouve que c'est une question d'un point de vue astrologique qui est hyper intéressante. Est-ce que tu sais s'il y a des différences entre les placements des couples homo ou hétéros ? Alors, c'est pas une question qui va dans le sens de la Astro Hotline, et j'ai quand même envie d'y répondre parce que la Astro Hotline, c'est vraiment des problèmes. Là, c'est juste une question astro. Mais si tu me regardes, toi qui as posé cette question, cœur sur toi, je vais répondre à ta question. Oui et non.
C'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de placement astro que tu vas trouver dans ton thème astral qui va dire ah oui, bah toi t'es gay. Voilà. Il y a une série de placements qui peuvent indiquer qu'on pourrait être intéressé par les personnes du même sexe, mais il n'y a rien dans un thème astral qui va dire oulala, cette personne-là, toi, tu vas aimer les personnes du même sexe. Absolument pas. D'accord ? Et je tiens à préciser quelque chose, c'est que si tu es lesbienne, il y a beaucoup de personnes qui ont le même thème astral que toi, qui ne sont peut-être pas attirées par les personnes du même sexe. Voilà, c'est tout à fait possible, parce que ça dépend de tellement de choses, ça dépend des conditionnements. Tu vois, toi, tu vis ta vérité, et je trouve ça incroyable et génial que tu t'autorises, mais peut-être que quelqu'un qui est né, je sais pas, au Pakistan, qui a le même thème astral que toi, bah, il peut pas s'autoriser à vivre sa vérité, d'être attiré par les personnes du même sexe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça dépend aussi de l'environnement et de ta. Il y a des choses dans le thème astral qui peuvent indiquer le fait d'avoir une sorte de fluidité par rapport à la sexualité. Et alors, ça peut se manifester de plein de façons différentes, une fluidité dans la sexualité. Ça peut se manifester par une envie d'explorer des dynamiques avec des personnes du même sexe. Ça peut indiquer une volonté d'explorer des dynamiques avec plusieurs personnes. Ça peut indiquer une volonté d'expérimenter des dynamiques avec, je sais pas, peut-être dans le contexte d'une relation ouverte, etc. Encore une fois, oh, il y a un papillon. Oh, il est trop beau. Oh franchement, si j'étais pas en train d'enregistrer cet épisode, je courrais dehors pour faire une photo parce que les gars, genre vraiment, oh. En fait, il est sur une feuille de bananier et il est genre posé comme ça. Franchement, ça aurait fait une trop belle photo. Bref, j'ai fait ma lune en Gémeaux. Je disais donc d'avoir une fluidité par rapport au fait d'être dans une relation ouverte, etc. En l'occurrence, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent indiquer le fait d'être plutôt attiré par les personnes du même sexe ou le fait d'être plutôt attiré par des relations ouvertes ou des relations libres, etc. Les placements des planètes personnelles dans les signes mutables sont les plus connus pour être ouverts à une fluidité dans le domaine sexuel et relationnel. Ça veut dire en fait que c'est des placements où en fait, c'est simplement cette idée de fluidité, voilà, où potentiellement on est attiré par les personnes du sexe opposé ou les personnes du même sexe, où il y a vraiment une fluidité au niveau des genres, ok ? Donc, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, et en particulier Vénus et Mars. Et ensuite, au niveau relationnel, maître de la maison 7, maître de la maison 5, maître de la maison 8 dans des signes mutables. D'accord ? Donc c'est vraiment une combinaison. Mais c'est vraiment quand même principalement les placements en signes mutables qui vont indiquer qu'il y a une fluidité au niveau de la sexualité. En particulier, je dirais vraiment Poisson. Parce que vraiment, le poisson, c'est un signe qui aime inconditionnellement l'humain. Et qui va pas nécessairement faire de distinction entre c'est un homme, c'est une femme, c'est une personne trans, etc. D'accord ? Donc en particulier, je dirais poisson, mais tous les signes mutables en vrai. Sagittaire aussi, Gémeaux, en dernier lieu Vierge, mais quand même. D'accord ? Donc placement en signe mutable, donc soit tu as des planètes personnelles en signe mutable, soit tu as, comme je l'ai indiqué, les maîtres de ces maisons, ok, en signe mutable. Et puis ensuite, c'est pas un signe mutable, mais c'est quand même un signe qui est quand même très ouvert et qui a besoin d'aller dans l'expansion de ses propres croyances, de ses propres limites, et qui aime les choses qui sont entre guillemets inconventionnelles. C'est le signe du Verseau, d'accord ? Donc placement en signe mutable, signe du Verseau, et ensuite, ce qui peut se passer, après ça devient plus compliqué, mais Mercure reste une planète qui est très... Mercure, c'est une planète qui est ni à polarité yin, ni à polarité yang. C'est vraiment un peu la seule planète qui a ni d'énergie féminine, ni d'énergie masculine, qui est vraiment très fluide dans son expression. Et du coup, un Mercure qui serait... proéminent dans ton thème astral, tu vois, ou qui serait placé à certains endroits, pourrait être quelque chose en plus qui viendrait ajouter le fait que, voilà, tu serais attiré par les personnes du même sexe, par exemple. Ok ? Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à cette question. Ce papillon est incroyable, les gars. Oh, je suis tellement contente d'avoir pu être témoin de son existence. Merci d'exister. Tu as fait ma journée. Je
suis perchée quand même. Bref, next. Alors, j'ai Mars en Gémeaux et lui, la Mars en Poisson. Comment tirer meilleure partie de chacun au lit vu le carré? Excellente question. Je préface et je fais mon disclaimer comme d'habitude. Basé uniquement là-dessus, je peux pas donner des conseils hyper précis et hyper pertinents. Ça va rester large, ça va rester global, ça va rester général. Si vous voulez aller plus loin niveau amour et sexualité, j'ai 2 workshops. J'en ai un qui s'appelle Astrolove et l'autre qui s'appelle Astrosex, qui sont des workshops que j'ai créés pour vous aider justement à plonger dans toutes ces dynamiques amour et sexuelles dans le thème astral. Donc pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent plus de précision, n'hésitez pas à aller checker ces workshops, je mettrai les liens dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Le carré entre 2 personnes, c'est intéressant. Alors, quand en synastrie, donc si tu me découvres et que tu sais pas ce que c'est que la synastrie parce que tu es débutant en astrologie, la synastrie c'est tout simplement ce qu'on utilise. C'est le système qu'on utilise en astrologie pour faire des compatibilités, qu'elles soient amoureuses, amicales, entrepreneuriales, business, etc. Donc en gros, c'est tout simplement une superposition des 2 thèmes. Ça veut dire qu'on va aller regarder, par exemple, on regarde beaucoup de choses en synastrie, mais en l'occurrence, par rapport à la question qui vient d'être posée, on parle de carré entre 2 placements de Mars. On vient étudier le placement de Mars d'une personne et le placement de Mars de l'autre personne. Et vu que Mars, en astrologie, est une planète qui vient notamment nous donner des indications sur la sexualité, notre rapport à la sexualité, tout ça, je l'explique en long, en large et en travers dans Astrosex. Et vraiment, ce workshop, il est pépite, les gars. On en a vendu près de 200, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que j'ai reçu des retours extraordinaires sur Astrosex, sur tous les workshops, hein, Astrolove, Astrowork et Astrosex, mais allez checker ça. Et du coup, Mars nous donne des indications sur la sexualité. Et du coup, quand on vient regarder ton placement de Mars et le placement de Mars de l'autre, on arrive à déterminer s'il va y avoir une certaine compatibilité sexuelle, oui ou non, et comment tirer parti, justement, parce que c'était la question, hein, comment tirer parti de cette énergie. Ici, en l'occurrence, le Gémeaux et le Poisson sont 2 signes mutables, ce qui veut dire qu'ils sont en carré. C'est un aspect de tension. Cette tension, elle est sexuelle aussi, avec Mars. Donc c'est une tension sexuelle. Ça veut dire que, et je parle par expérience, le carré entre 2 Mars, c'est très attirant. Il y a beaucoup de friction, mais c'est une friction qui est genre... Tu vois ce que je veux dire? Carré et opposition, ça peut être merveilleux, mais il y a des choses à considérer et il y a des choses à travailler. D'accord? Dans le cadre d'une relation amoureuse, un carré entre 2 Mars peut être problématique parce que ça peut mener à des conflits récurrents, réguliers et des problèmes au niveau de la gestion de la colère. Alors, il n'y a absolument rien qui est insurmontable, hein. Tout ce que je vais vous dire là, vraiment, il n'y a rien qui est insurmontable. Mais c'est un fait, d'accord? Tout comme d'avoir 2 Mars en opposition. Ok, donc si tu as par exemple ton Mars en Taureau et que tes partenaires ont Mars en Scorpion, bah il y a une opposition, d'accord, puisque le Taureau et le Scorpion sont 2 signes opposés. Et du coup, ça peut créer des tensions au niveau de la gestion de la colère, ça peut créer des conflits, etc. Moi, ce que j'ai envie de te dire, donc si on considère vraiment le Gémeaux et le Poisson, moi, quand j'essaye de comprendre comment tirer parti d'un carré, j'essaye de réfléchir vraiment, qu'est-ce que ces signes ont en commun? Alors, ils ont des tensions, ils sont en carré, donc là, les tensions, elles sont indéniables, ok? Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont 2 signes mutables, du coup, ils sont très fluides, ils sont très ouverts. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de s'ouvrir vers des choses? Et en fait, t'es face à quelqu'un, donc... Ah non, c'est toi qui as Mars en Gémeaux. Oh, t'es avec un Mars en Poisson, mais je suis jalouse. Pourquoi je suis jalouse? Parce que j'ai personnellement Mars en Poisson. Et j'ai récemment eu un Mars en Poisson. Ça veut dire en fait qu'on avait le même placement de Mars, et en l'occurrence au niveau des degrés, parce que j'ai vu son thème astral, ils étaient en conjonction. Les gars, genre, j'ai pas les mots. J'avais jamais eu de conjonction de Mars dans la synastrie, ça veut dire qu'on a le même placement de Mars au même endroit. C'est fantastique. Voilà, j'ai pas les mots. Bref, j'avais dit que le trigone c'était cool parce que j'avais eu des Mars en Scorpion. J'avais jamais eu de Mars en Cancer, j'en ai eu un récemment aussi. C'était très cool. Bref, ça c'est un sujet pour un
un autre épisode de podcast, tu me diras sur Instagram si tu as envie que je te parle de tout ça, si tu as envie que je te raconte, si tu as envie que je te serve le thé, comme on dit. Mais, et de comprendre en fait, donc, qu'est-ce qui va relier le Gémeaux et le Poisson. Donc le Gémeaux, c'est un signe qui est extrêmement ouvert, qui aime être dans l'échange, être dans la communication, donc verbal. Le Poisson, c'est un signe qui est aussi extrêmement ouvert, qui aime être dans la communication, mais énergétique. Ok ? Donc comment est-ce que vous allez pouvoir tous les deux connecter sur des choses qui vous font kiffer? Est-ce qu'il y a des fantasmes? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais osé essayer? Tu es avec un Mars en Poisson qui, je parle par expérience encore une fois, peut être très ouvert sur beaucoup de choses et avoir envie d'essayer beaucoup de choses, puisque le Poisson, c'est un signe qui est extrêmement fluide, qui peut être très fluide au niveau de sa sexualité aussi. Et donc en fait, là pour moi, c'est vraiment l'occasion de vous aligner sur cette fluidité et d'essayer de nouvelles choses, des choses que vous auriez jamais osé essayer et de les essayer ensemble. Ensuite, ça peut être hyper spicy vu qu'il y a un carré. Après, c'est pas un carré bélier capricorne, donc c'est pas un carré en mode je vais te plaquer contre le mur et non, c'est moi qui te plaque contre le mur et non, t'as cru que c'est moi qui allais te plaquer contre le mur, mais en fait c'est moi qui vais te plaquer. T'imagines? Intéressant. Mais ici, c'est plus en mode... c'est beaucoup plus fluide. Je dis très souvent à mes étudiants du mentoring astro-intensif qu'un carré entre signes mutables, c'est beaucoup moins difficile à appréhender qu'un carré entre signes fixes. Ça, c'est vraiment les plus tenaces et les plus... tu vois. Un carré en signe mutable, c'est quand même... Voilà, c'est fluide dans l'énergie. Donc, il n'y a pas vraiment de... J'essaye d'avoir le dessus sur l'autre. Mais ça peut être très fluide, donc d'expérimenter cette fluidité aussi à travers les dynamiques de pouvoir. Pourquoi pas? Moi, je dirais vraiment, essaye de prendre le pouvoir, essaye de lui laisser le pouvoir, etc. Mais je trouve ça très intéressant. J'espère que j'ai pu t'aider. J'ai pris beaucoup de temps à répondre à cette question. Comme d'habitude, j'ai fait ma Amina. Alors, next. Comment séduire mon chum? Donc, chum, donc cette personne est canadienne. C'est partenaire. Je ne sais pas si c'est nécessairement féminin ou masculin ou aucun des deux. Je ne sais pas. Mon chum, je crois que c'est masculin. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça veut dire partenaire, quoi. Voilà. Comment séduire mon chum? Il est bélier, ascendant lion, lune en capricorne, Vénus en poisson, Mars en verseau. Ouh, on a un beau mix de tout ça. Alors, bon, déjà, comment le séduire avec son Mars en verseau? C'est d'être... Alors, il y a quelque chose de très important avec le signe du Verseau. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec Mars en Verseau. Donc, si c'est une personne de sexe masculin, on va d'abord aller regarder Mars. C'est qu'il y a besoin d'avoir cette complicité. Donc, pour le séduire, tu as vraiment besoin d'avoir cette relation donc avec Mars en Verseau de partner in crime. Je l'ai dit avec un très mauvais accent, ça me ressemble pas du tout. Partner in crime. Tu vois, c'est vraiment cette énergie de... Il y a beaucoup de complicité, on fait les 400 coups ensemble, je suis toujours là pour toi, tu peux compter sur moi. C'est cette énergie d'amitié. Donc d'avoir, en fait, vraiment pour le Mars en Verseau, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec Vénus en Verseau, d'avoir cette dynamique où vous allez être meilleurs potes. C'est cette énergie, en fait, où... J'ai pas l'impression qu'on est en couple, par moment j'ai l'impression qu'on est juste deux meilleurs amis qui font l'amour ensemble. Voilà, ça c'est vraiment les besoins d'un Mars en Verseau, c'est d'avoir cette très grande complicité. Et alors les Mars en Verseau, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec le Mars en Gémeaux, c'est qu'ils sont généralement très sapiosexuels. Ça veut dire qu'ils vont être attirés par des personnes intelligentes qui vont leur apprendre plein de choses. Donc, si tu veux le séduire, ce que je te conseille, c'est de lui servir des fun facts. Alors les fun facts, surtout avec le Mars en Gémeaux, mais avec le Mars en Verseau, c'est de lui exposer tes idées en fait, parce qu'il va être très 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 attiré. Alors je dis il, hein, mais voilà, je vais continuer avec le il. Il va être très 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 attiré par ton intelligence, par ton ouverture d'esprit, par tout ce qui se passe au niveau du mental, d'accord? Donc vraiment, essaye pas de la jouer. Je pense pas que... Alors, on va regarder après, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de placements différents, mais si j'isole le placement de Mars en Verseau, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va être hyper attiré par, je sais pas, les nudes ou, tu vois, lui envoyer des photos sexy, mais au contraire, qui va être très attiré par... le fait de lui exposer tes idées ou d'être un peu inconventionnel ou de parler de sujets controversés, tu vois, il pourrait être très très attiré par ça. Si tu t'emballes dans un débat
tu vois, très intense sur quelque chose qui te tient à cœur, une cause, etc., il pourrait être genre turn on, tu vois. Donc ça, c'est le premier conseil. Alors, Vénus en poisson, c'est pas du tout difficile de les séduire. Mais pour séduire une Vénus en poisson, oh, c'est vraiment pas difficile, hein, les gars. Alors, vraiment. Moi, je me laisse séduire par... non, il y a un côté très romantique, mais... Alors ici, avec la combinaison de Mars en Verseau et de Vénus en Poisson, je dirais vraiment qu'il y a quelque chose de très grand, en fait, de très large. Donc, c'est quelqu'un qui peut être séduit par des petites attentions, par du romantisme. Donc, il y a ce côté friendship, partner in crime. Je suis très attirée par tes idées et en même temps, j'ai besoin de ressentir cette connexion hyper profonde. Donc en fait, quand tu le regardes, regarde-le droit dans les yeux et connecte vraiment, donc essaye d'être hyper présente, tu vois, et connecte vraiment d'âme à âme. Oh mon Dieu, moi je sais que ça me... quand tu me regardes dans les yeux et qu'en fait je sens que tu es pleinement présent avec moi, ça me rend dingue. Voilà, mais en même temps j'ai Vénus et Mars en Poisson. Mais d'être aussi connecté à cette dynamique spirituelle et énergétique. Et ensuite, donc la Lune en Capricorne. Alors... Est-ce que tu veux le séduire parce que séduire, c'est un grand mot, hein. Mais c'est quelqu'un qui va être attiré par des personnes qui sont très tangibles, très cartésiennes. Donc en fait, à la fois, il y a cet attrait pour tout ce qui est intellectuel, à la fois, il y a ce besoin de connexion émotionnelle, spirituelle, et à la fois, il y a besoin d'être avec... donc si on parle de partenaire féminine, qui est quand même dans le contrôle de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va forcément apprécier le drama ou les débordements émotionnels. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avec son soleil en bélier et son ascendant lion, il a besoin d'être complimenté. Très clairement. Donc, il peut y avoir un côté très humble avec la lune en Capricorne, à savoir que il va avoir besoin de recevoir tes compliments, ok, de recevoir tes praises, de recevoir oh mon Dieu, mais t'es tellement doué quand tu fais ça, oh j'admire, de sentir ton admiration, d'accord? Ça c'est un point très important, mais c'est vrai qu'avec la lune en Capricorne et avec Mars en Verseau, c'est quelqu'un qui a tendance à être très humble, très humble. J'ai fait la liaison, est-ce qu'on fait la liaison? Je crois pas, non. Très humble, voilà, c'est mieux, on parle français, Amina. Et qui va pas forcément réagir, tu vois, à tes compliments, mais qui a quand même besoin de les recevoir. Voilà. Donc il va pas réagir en mode, peut-être que quand tu vas lui dire ça, tu vas lui montrer ton admiration, il va être un peu stoïque, c'est vraiment très lune en Verseau, mais il en a besoin. Voilà. Et après, je tiens quand même à préciser qu'avec un soleil en bélier et un ascendant lion, c'est quelqu'un qui est quand même très dans la volonté de prendre action, donc c'est quand même deux signes de leadership, donc de le laisser venir vers toi. Ça veut dire que tu vas pas forcément faire le premier pas. Tu vas le laisser venir vers toi, tu vas le laisser venir à toi, tu vas le laisser prendre les initiatives. C'est quelqu'un qui aime, donc le Capricorne, ça reste un signe cardinal qui aime être in charge, hein, comme on dit, qui aime voilà, sentir que c'est lui qui prend les décisions. Le Bélier aussi et le Lion aussi. Donc laisse-le prendre les devants, laisse-le être in charge, donc bascule dans ton énergie féminine, parce que vu qu'il a Vénus en Poisson, il est aussi très attiré par les personnes qui sont dans cette énergie féminine, d'accord? Donc cette énergie yin de je lâche prise et je fais confiance et je surrender, tu vois, genre je vraiment dans cette énergie-là. Donc voilà, c'était... tu me diras ce que t'en penses. J'ai une question assez différente, mais je la trouvais très intéressante, du coup je vous la balance. C'est une question un peu plus complexe, donc pour toutes les personnes qui débutent en astro, bear with me, je vais vous expliquer. J'ai Uranus qui transite sur mon descendant, en carré à ma Vénus. Rupture amoureuse, comment bien vivre ce transit? Alors, ça, ma belle, c'est typique d'une rupture amoureuse. Vraiment, alors là, t'as tous les ingrédients. Il manquerait plus que Uranus soit en carré à ton maître du descendant aussi. Et du coup, là, voilà. Alors, Uranus sur le descendant en carré à ta Vénus. Donc pour toutes les personnes qui sont un peu newbie en astro et qui débutent, sachez juste que le descendant, donc c'est ce qui représente les autres, les relations amoureuses et les relations en général. Donc c'est l'angle qui est opposé à l'ascendant. Et Vénus est aussi une planète qui va nous parler de relationnel. Uranus, c'est une planète de bouleversement, de rupture, de changement. Et du coup, quand on a Uranus qui... dans le ciel, hein, donc en transit, donc dans le ciel qui transite sur votre thème astral, c'est comme ça qu'on étudie, c'est une des méthodes, des techniques d'astrologie prévisionnelle pour comprendre comment ce qui se passe dans le ciel nous affecte, nous sur Terre, à un niveau personnel. On vient
entre autres, étudier les transits. Il y a beaucoup de techniques d'astrologie prévisionnelle, mais les transits, c'est quand même la plus populaire et la plus connue, et qui est quand même, selon moi, hyper pertinente. D'accord ? Alors, rupture amoureuse, oui. Alors là, ça m'étonne pas, c'est vraiment l'énergie de ce transit, d'accord ? Donc, moi, ce que je te conseille, comment bien vivre ce transit-là, parce qu'il peut être très chamboulant, il peut être très difficile. Les transits d'Uranus, ils sont pas faciles à vivre parce qu'en fait, ils viennent nous secouer. Encore une fois, on ne vit pas les transits d'Uranus tous de la même manière, tout comme on ne vit pas les transits de Pluton tous de la même manière, etc. D'accord ? Donc si dans ton thème astral, tu as beaucoup d'énergie d'ancrage, tu vois, tu as beaucoup de placements en signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou tu as quand même un thème astral qui est très ancré, d'accord, qui a besoin de sécurité. Donc si tu as beaucoup de placements aussi en cancer, par exemple, où tu as besoin de sécurité, tu as besoin de te sentir en sécurité, les transits d'Uranus sont particulièrement difficiles à vivre pour les personnes qui ont beaucoup de placements en signe de terre et en signe d'eau notamment, mais surtout, pas vraiment poisson ni scorpion, mais surtout cancer, tout simplement parce que c'est des personnes qui ont besoin d'ancrage, de sécurité et de se sentir posées. Voilà. Et Uranus, il vient faire l'opposé de tout ça. D'accord, il vient secouer. Les personnes qui ont des placements en signe de terre et aussi en cancer vivent beaucoup mieux les transits de Saturne que les transits d'Uranus. Ok ? Ce que je te conseille, c'est vraiment de te connecter à la lumière d'Uranus et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce transit est là pour m'apporter. Pourquoi ? Comment est-ce que tout ça peut arriver pour moi ? Alors, la première chose que j'ai envie de te dire ici, c'est que ce que Uranus fait ici, c'est te libérer de tout ce qui ne te sert pas. Il vient te secouer pour te libérer de tout ce qui ne te sert pas. Il vient t'aider à te libérer des chaînes. Donc si tu as vécu une rupture amoureuse, oui, c'est difficile. Et je ne sais pas si tu es déjà à ce stade-là, parce qu'il y a plusieurs stades quand on vit une rupture amoureuse, mais sache quelque chose, c'est que si c'est... En fait, l'astrologie, les planètes, toutes les planètes, Pluton, Uranus, toutes les planètes, elles ne viennent jamais détruire quelque chose qui est sacré. Donc, si cette relation s'est, entre guillemets, effondrée suite à ce transit-là, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas saines, et c'est qu'en fait, tu es venu vivre une actualisation. Uranus, c'est une planète d'actualisation, c'est une planète qui nous aide à grandir, à évoluer. C'est la planète visionnaire. Ce que tu peux comprendre ici, c'est que Uranus, il va mettre sur ton chemin, donc peut-être que suite à ces transits-là, tu vas aussi rencontrer des personnes qui vont te faire vivre des choses inconventionnelles, te faire essayer des choses inconventionnelles. Peut-être que tu vas attirer des personnes qui sont très uraniennes, d'accord, qui ont peut-être beaucoup de placements en Verseau, en maison 11, ou qui ont un Uranus très fort dans leur thème, et qui sont là en fait pour te faire changer de perspective. Ce transit d'Uranus, il est là justement pour te faire grandir vers une perspective différente. Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas en accord avec toi dans cette relation ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as toujours eu envie d'essayer ? Est-ce qu'il y a des choses inconventionnelles qui sont là justement pour t'aider à grandir et à évoluer, que tu as envie de tester ? Peut-être que tu vas passer par une phase, peut-être que tu as envie de passer par une phase où tu es libre, où tu vis des relations libres, etc. Donc essaye vraiment, avec ces transits-là d'Uranus, qui sont instables et qui viennent vraiment te secouer dans ta sécurité. Alors déjà, ancre-toi pour vraiment bien vivre ce transit. Vraiment ancrage, pour que ça vienne pas trop te secouer, pour que tu partes pas trop dans tous les sens. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est toutes tes croyances, toutes tes envies par rapport à l'amour et aux relations, remets tout sur la table et re-questionne tout ça. Donne-toi l'autorisation de tout remettre sur la table, de tout regarder droit dans les yeux et de te dire, est-ce que ça c'est pour moi vraiment ? Je pense notamment à la monogamie. Voilà, c'est le mode par défaut de tout le monde. Personnellement, je me considère comme étant monogame, mais si je vivais un transit d'Uranus comme ça, et je vis un transit d'Uranus, alors c'est en sextile, mais c'est pas du tout la même chose, mais quand même. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis monogame ? Voilà, pose-toi cette question, est-ce que vraiment tu es monogame ? Est-ce que tu as déjà eu envie d'avoir peut-être plus de liberté au niveau de tes relations ? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais peut-être que c'est par rapport à d'autres choses. Mais tous les schémas amoureux, toutes tes valeurs au niveau des relations et de l'amour, remets tout ça sur la table, repose-toi ces questions et essaye vraiment d'évaluer qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui n'est pas pour toi.
Et c'est le moment de tester. C'est le moment de tester, mais encore une fois, maintenant, si tu sors d'une rupture amoureuse, peut-être que tu as plus envie de guérir. Mais je pense que voilà, de te re-questionner sur tout ça, ça peut être vraiment un moyen de bien vivre ce transit et justement de t'actualiser vers une version supérieure et différente. Et peut-être qu'en fait, tu vas avoir besoin de vivre certaines choses pour revenir en arrière et te dire non, moi en fait j'étais bien là-dedans, mais j'avais besoin d'aller voir, j'avais besoin d'aller tester, j'avais besoin d'aller expérimenter pour être hyper ancré dans ma valeur de non, en fait ce que j'avais au départ c'était ce qui me convenait. Et voilà, tout simplement. Reste ouverte en fait à tout ce que Uranus a envie de t'apporter et à tous ces bouleversements. Alors, c'est pas une question Astro Hotline, mais peut-être que je vais changer le concept de la Astro Hotline parce que vous avez des questions qui sont très intéressantes et qui sont pas nécessairement des problématiques, mais juste des questions sur l'amour et la sexualité avec l'astrologie. Quel placement indique une attirance vers le BDSM et de l'autre côté, Vanilla Babe? Alors, il y a beaucoup de placements qui peuvent indiquer un attrait pour le côté BDSM et de l'autre côté, c'est vrai que le besoin de ce côté plus vanilla, je ne l'ai pas beaucoup étudié, j'ai quand même plus étudié l'attrait pour le BDSM, donc c'est intéressant, mais j'aimerais bien éventuellement, donc si ça vous intéresse, faire un épisode de podcast plus sur ce qui peut faire qu'on est attiré par différents aspects de la sexualité. Dans le thème astral, vous me direz si ça vous intéresse. Dites-le moi encore une fois par DM ou dans les commentaires sur YouTube. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pu observer, et d'après mes recherches, c'est que les personnes qui sont attirées par le BDSM ont très souvent des placements Mars-Pluton. Des aspects Mars-Pluton, excusez-moi. Donc, Mars conjoint Pluton, Mars en carré à Pluton, Mars opposé à Pluton, et ça marche aussi avec les aspects harmonieux, d'accord? Donc tous les aspects Mars-Pluton, d'avoir un Saturne dans le thème astral, donc Mars-Saturne aussi, ça marche, mais d'avoir en fait ces deux planètes-là, donc Mars-Pluton ou Mars-Saturne, donc en aspect, parce que ça indique vraiment une volonté de dynamique de pouvoir, ok? Je vais pas vous expliquer ce que c'est que le BDSM, c'est pas le but de cet épisode de podcast. Si vous voulez que je vous explique ce que c'est que le BDSM, dites-le moi, mais c'est pas... Enfin, je suis pas non plus... je suis pas la mieux placée pour expliquer ce que c'est, je sais ce que c'est, mais c'est pas mon sujet de... Enfin, allez faire vos propres recherches, les gars. Ou allez sur Google. Mais dites-le moi, parce que je pourrais en... J'ai des choses à dire, mais... Voilà, donc l'idée en fait de dynamique de pouvoir, de tester des choses qui sont plus hors de la normalité entre guillemets, parce que qu'est-ce que la normalité? Mais c'est vrai qu'on a classifié la sexualité vanilla, donc plus normative, comme quelque chose de normal. Encore une fois, j'ai l'impression que je m'exprime pas hyper bien, et j'en suis désolée. C'est pas trop ce que je voulais dire, mais une sexualité vanilla, c'est plus une sexualité standardisée. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors que une sexualité pas vanilla et plus spicy, c'est moins standardisé et du coup on est attiré par des choses qui sont moins conventionnelles. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais continuer parce que je vais pas me re-questionner sur ma propre philosophie de comment est-ce qu'on doit dire les choses, etc. Mais bref. Les aspects Mars-Pluton, comme je disais, Saturne, Mars-Saturne aussi. Mars-Saturne, ça peut vouloir dire beaucoup de choses aussi. Ça peut vouloir indiquer aussi des problèmes de libido. Mais pourquoi Saturne? Parce que Saturne, c'est aussi une planète d'autorité. Et du coup, j'ai remarqué aussi que les personnes qui avaient ce besoin et cette envie d'être dominantes avaient un Saturne assez fort dans leur thème astral, parce qu'il y a ce besoin d'autorité. Pluton, c'est aussi une planète de pouvoir, donc ce besoin de prendre le pouvoir sur l'autre. Donc ça peut se symboliser par des aspects Mars-Pluton, mais ça peut aussi se symboliser par une personne de nature plutonienne. Beaucoup de placements en Scorpion dans la maison 8 aussi, d'accord? Et ce que je dirais aussi, c'est potentiellement Uranus, donc des aspects Mars-Uranus, Vénus-Uranus. Chez les femmes, ça peut être Vénus-Pluton, donc cet attrait pour le BDSM, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut surtout regarder, c'est les planètes personnelles Vénus et Mars en aspect à Pluton, en aspect à
Saturne, ça dépend des cas, ok, mais surtout Pluton. Uranus, puisque Uranus indique une ouverture vers des choses moins conventionnelles. Des aspects Vénus-Uranus aussi, d'accord. Et si on a une combinaison de tout ça, on pourrait vraiment avoir quelqu'un en face de nous qui est vraiment attiré par le BDSM. Voilà. Et à l'inverse de tout ça, les placements qui sont plus dans la convention, dans la routine, donc des placements comme Vénus et Mars en Taureau, Vénus et Mars en Cancer, Vénus et Mars en Balance, tu vois, où vraiment on est plus dans... Alors encore une fois... Voilà, on est plus dans quelque chose de plus lisse, de plus conventionnel. Encore une fois, ça dépend toujours du thème astral. Et voilà, il peut y avoir une combinaison de beaucoup de choses. Mais je pourrais réfléchir et vraiment retravailler sur un épisode sur ce sujet si ça vous intéresse. Donc encore une fois, je suis là pour vous servir. Donc si vous voulez avoir un épisode là-dessus, dites-le moi par DM sur Instagram ou dans les commentaires sur YouTube. Voilà. Bon les gars, ça fait déjà 40 minutes que je parle et je commence à avoir faim. Ta peau de taureau a besoin d'aller manger. Mais j'ai encore plein de questions. Si vous avez aimé la Astro Hotline, mettez-moi un cœur rouge, un cœur passionné. Le cœur rouge, pour moi, c'est le cœur passionné. C'est le cœur genre, oh. Donc tu mets un cœur rouge dans les commentaires sur YouTube ou tu me l'envoies par DM sur Instagram ou tu commentes un cœur rouge sur mon dernier post sur Instagram. Voilà. T'as pas besoin de m'envoyer un DM si tu veux juste commenter un cœur rouge sur mon dernier post pour que je sache que vous avez kiffé la Astro Hotline et qu'il faut que je réouvre des créneaux dans mon agenda pour refaire une Astro Hotline. Dans mon agenda, dans mon calendrier éditorial plutôt, que je réouvre tout ça et que je vous donne la possibilité aussi de me poser vos questions, de répondre à vos problématiques en fonction de votre thème astral. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Je vous aime très fort. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, ça se passe dans Astrolove et Astrosex, 2 workshops que j'ai créés pour vous aider à analyser votre thème astral sous l'angle de l'amour ou de la sexualité. Donc comprendre vos besoins en termes d'amour, comprendre vos besoins en termes de sexualité. Je te laisse aller checker les pages de présentation des 2 workshops. Et puis, comme d'habitude, jusqu'à la fin du mois de janvier, le guide de l'Astro 2025 est toujours disponible. Si tu as envie de vivre dans le flow des énergies de l'année 2025 et pas à contre-courant parce que c'est une année de transition, c'est une année de changement, c'est une année de bouleversement. Dans ce guide-là, je te donne des conseils hyper concrets et hyper pratico-pratiques pour aborder chaque transit de l'année 2025 avec sérénité. Encore une fois, je mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Voilà, c'est tout les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous aime très fort. Bye!